c'est le sujet dont on va parler ce matin et du pourquoi cet engagement nous semble vraiment stratégique aujourd'hui pour nourrir à la fois l'attractivité et le positionnement des entreprises et des marques. Alors, je suis Sandrine Raffin, je suis la présidente, la fondatrice de LinkUp. Donc, on va vous dire un tout petit peu plus, enfin, je vais vous dire quelques mots sur LinkUp, pas longtemps, vous inquiétez pas. Mais on existe donc depuis 14 ans et nous sommes à peu près 25 personnes et consacrons toute notre activité à l'accompagnement des entreprises et des marques. Mais j'en dirai un mot dans une minute et je suis accompagnée par Laetitia. Laetitia Sartori, je suis directrice générale associée et puis j'aurai le plaisir de vous présenter quelques cas, entre autres, ce matin. Donc, je vais sans plus attendre me connecter, partager mon écran. Si j'y arrive, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, il veut Je plus. fasse. Je sais pas. Hop. Non, il y a un problème. Comme ça, on teste. Hop. On a beau tester et Ah, voilà, 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 ça y est. il y a quelques films, donc voilà. Donc j'espère que vous voyez tous mon écran. Oui, on voit ton écran, Sandrine, c'est bon. Parfait. Donc, on va vous parler de la contribution sociétale et comment cette contribution sociétale est, de notre point de vue, un enjeu de réputation et d'adhésion, mais je pense que vous en êtes convaincus puisque c'est pour ça que vous êtes inscrits, mais aussi comment l'activer et vers quel type de cible. Ce sera notre sujet ce matin. Et donc, en termes de forme, on va partager ces éléments. Et bien sûr, l'idée à la fin, c'est qu'on ait suffisamment de temps pour répondre aux questions que vous poseriez ou que vous souhaitez nous poser, ou peut-être des réflexions que vous souhaitez partager avec l'audience. Donc, à la fin, n'hésitez pas à lever la main ou en commentaire à écrire vos questions et on essaiera bien sûr d'y répondre dans le format d'une heure qu'on vous a proposé ce matin. Alors, juste pour commencer, eh bien, donc, le LinkUp, hein, je vous disais, nous sommes un cabinet et à la fois une agence, hein, c'est un peu notre spécificité. Notre mission, c'est vraiment de construire et d'exprimer l'utilité sociétale. L'utilité sociétale est pour nous vraiment un enjeu clé aujourd'hui pour les entreprises vis-à-vis de leurs parties prenantes, toutes leurs parties prenantes, salariés, mais aussi dans leur sphère d'évolution, leurs clients lorsqu'il s'agit de distributeurs, et puis bien sûr également les consommateurs. Et là, on va plutôt parler parfois de marque entreprise ou carrément la marque qui va travailler sur son utilité sociétale. Et pour nous, les engagements, au-delà de la RSE, bien sûr, qui est fondamentale, mais qui devient un peu le contrat de base, sont vraiment des leviers de performance. Et notre autre spécificité chez LinkUp, c'est de travailler sur les changements de comportement, puisque depuis à peu près, pour ma part, 25 ans, et on a une équipe chez LinkUp qui est vraiment formée et travaille sur les sujets. Alors en France, on parle souvent de nudge, mais en réalité, c'est les sciences des comportements, de la psychologie, de la sociologie, et en intégrant les leviers de marketing et notamment de marketing social. Et donc, tous ces éléments-là, vous voyez, ça, c'est notre mission, puisque nous sommes membres de la communauté des entreprises à mission et entreprises à mission. On est également certifié Bicorp et en capacité d'accompagner nos clients pour devenir également Bicorp. Et enfin, particularité de LinkUp depuis plus de 10 ans, puisque on a des publications scientifiques auxquelles on participe, des projets de recherche auxquels nous participons. Nous sommes agréés recherche et éligibles au crédit impôt recherche sur un certain nombre de travaux qui ont trait justement au changement de comportement. Alors, je vous le disais, à la fois cabinet, puisqu'on fait un côté plutôt consulting, hein, pour renforcer, nourrir les stratégies RSE des entreprises. Souvent, elles existent, mais peut-être passer un nouveau cap, en plus avec une réglementation de plus en plus contraignante, on va y revenir, et puis d'engager aussi les citoyens, les collaborateurs, et sachant que notre particularité, c'est aussi d'intégrer une création, une équipe de création complètement dédiée à ce type de sujets qui sont en réalité assez particuliers, parce que prendre la parole en interne, en externe sur ses engagements RSE, sur son utilité, lorsqu'elle existe déjà, hein, souvent les entreprises ont déjà fait cet exercice, relié à leur raison d'être, eh bien ça demande de travailler un storytelling avec des contraintes pour éviter d'aller vers une mauvaise perception. On parle souvent de greenwashing qui est très associé aux sujets environnementaux, mais au sujet de l'engagement sociétal, il faut arriver à trouver le ton juste et c'est ce qu'on essaie de faire pour nos clients.
Et donc rapidement, pour finir cette présentation, mais je crois que vous l'avez compris, on travaille à la fois sur les sujets de l'ambition RSE, et prendre cette RSE plus appropriable, hein. Pour nous, c'est, on le voit, un enjeu clé aujourd'hui. Très souvent, les stratégies existent, encore une fois, mais on a ce sujet d'appropriation, et on va en parler ce matin, et d'engagement des collaborateurs pour qu'ils puissent contribuer à ce changement et bien vivre finalement ces engagements dans leur quotidien, y participer. On accompagne sur les sujets d'utilité sociétale, c'est notre sujet, raison d'être, grand engagement. Et puis toute la partie communication, mais vous verrez des exemples ce matin sur les différents publics cibles pour générer l'adhésion. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la contribution sociétale, c'est notre sujet de ce matin, en tout cas de cette heure. C'est pour nous un enjeu véritablement stratégique pour les entreprises, pour les marques, pour les organisations, à la fois sur l'adhésion, et on va en parler, mais aussi sur leur réputation. Et donc, les questions qu'on s'est posées en travaillant sur cette présentation et qu'on va vous soumettre, la première, c'est comment ces marques, ces entreprises peuvent-elles devenir des catalyseurs de changement de comportement? Et ça nous semblait extrêmement important sur cet enjeu d'adhésion. Le deuxième sujet, c'était comment arriver à mettre à profit finalement l'influence qu'elles ont, ce qu'on appelle le soft power, pour pouvoir œuvrer à leur échelle et contribuer à des pratiques plus utiles, à la fois pour la transition environnementale, sociale et globalement pour la société. Et ça nous semblait être un sujet intéressant. Et puis, là aussi, quel pouvoir de mobilisation, d'influence vont-elles avoir à la fois, et c'est ce que disait Sandrine, sur leur première sphère, leurs collaborateurs, sur leurs consommateurs, voire de façon plus large, et notamment sur des sujets plus sociétaux, sur les citoyens. Voilà un petit peu le périmètre des questions qu'on s'est posées, auxquelles on va tenter de répondre ce matin. Quelques points de contexte. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a une accélération évidemment des enjeux qui sont sans précédent en matière de développement durable, que ce soit l'urgence climatique, mais aussi il y a une véritable urgence sociale. Et finalement, cette accélération des enjeux, elle a été soumise et poussée par la réglementation. Et aujourd'hui, les entreprises, les organisations, les marques, elles ont bougé les lignes, évidemment chez elles, en matière de RSE, en matière d'engagement et aussi en matière de contribution, et elles ont été poussées à ça aussi par la réglementation. On a mis quelques exemples qu'on trouvait assez marquants et pour certains avec des actualités, que ce soit la loi AGEC pour l'économie circulaire, qui a évidemment eu une multitude de conséquences pour les entreprises. Le tri, le vrac, etc. On est déjà à 3 ans d'existence de cette loi et déjà beaucoup de choses ont bougé. L'interdiction de l'usage des plastiques à usage unique, l'indice de réparabilité dans l'électroménager, que sais-je, la transformation de la filière du textile, qui est avec des feuilles de route assez conséquentes. En tout cas, voilà comment la réglementation pousse les entreprises à aller encore plus loin. On a pris l'exemple du devoir de vigilance avec récemment, là en juin, l'adoption de la directive par l'UE et on était très en avance depuis 2017, si mes souvenirs sont bons, où déjà le devoir de vigilance était inscrit dans la réglementation française et qui aujourd'hui est étendu aux entreprises qui résident et qui sont installées en Europe. Donc là aussi, de véritables avancées et les entreprises doivent bouger et doivent s'adapter par rapport à cette réglementation. Et puis, dernier point, un peu plus social, sur la loi santé au travail. Elle est moins récente, août 2021. Ça a permis d'intégrer le renforcement de la prévention et donc cette réglementation qui a obligé les entreprises à prendre en considération un certain nombre de points, comme la prévention des risques, que ce soit la prévention des risques psychosociaux, la prévention des risques chimiques, donc là aussi une avancée. Et puis, en matière de qualité de vie au travail, ce changement un petit peu de prisme, puisqu'on est passé de la qualité de vie à la qualité de vie et des conditions de travail, qui là aussi soumet l'entreprise à intégrer de nouvelles thématiques, à prendre en compte de façon plus large cette notion de prévention santé, à la fois en intégrant l'équilibre de vie pro-perso, en intégrant la déconnexion, le droit à la déconnexion, etc. Donc voilà, on montre par ces quelques exemples cette accélération.
Au niveau des consommateurs, évidemment, il y a une attente toujours très très forte et avec des consommateurs qui sont devenus de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. On a mis quelques exemples issus du baromètre ELAB pour Veolia. 91% des Français partagent la certitude qu'un dérèglement climatique est en cours et 74% pensent qu'il est d'origine humaine. Donc voilà, il n'y a plus, il y a plus de doute, il y a plus de doute autour de ça. Par ailleurs, les Français sont exposés, ils sont exposés à un risque lié au dérèglement climatique et 53% pensent qu'il n'y a pas suffisamment de solutions qui sont mises sur la table. Et ça, c'est un point important. Donc, partie consommateur, là aussi, les enjeux sont là et eux aussi, ils attendent de la part des entreprises et des marques des éléments. Et puis, le dernier point, on l'a évoqué en introduction, les attentes grandisseurs côté collaborateurs et vous qui êtes tous à la tête de marques, d'entreprises et qui travaillez dans ces organisations, on a bien vu avec l'effet Covid, mais pas que les choses bougent, les attentes sont encore plus grandissantes, à la fois par rapport à l'évolution du rapport au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborateurs attendent plus de l'entreprise. Quand on a pris cet exemple, l'environnement de travail, la flexibilité, l'équilibre vie pro-perso sont les deuxième et troisième critères principaux d'attente pour rejoindre une entreprise. Donc, en matière de recrutement, c'est assez fort. Évidemment, la rémunération reste en tête. Et puis, il y a aussi le sens que les collaborateurs recherchent, le sens de leur mission. 84% des jeunes, 18-24 ans, se déclarent prêts à gagner moins pour avoir un travail qui soit plus conforme à leurs propres valeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les jeunes, mais chez les un peu moins jeunes, 25-39 ans, 80%, ça reste fort. Et puis, dernier point, au-delà du sens des missions, c'est cette adéquation que globalement cherchent les collaborateurs. Ils cherchent à avoir les mêmes valeurs que l'entreprise dans laquelle ils travaillent. 80% considèrent que c'est important, voire prioritaire, que l'entreprise porte des engagements environnementaux et sociétaux et ils ont envie de s'y retrouver. C'est une quête importante. Donc, on voit bien que ce contexte est favorable à ce que les entreprises travaillent sur leur contribution sociétale, travaillent sur leur engagement et on va voir un certain nombre d'exemples en ce sens. Alors, avant les exemples, un peu de théorie, si je puis dire, qui est vous allez voir, c'est assez simple et assez logique, donc voilà, ce dont on parle ce matin, c'est le rôle que marque entreprise, organisation, puisque, toutes les organisations peuvent être concernées, dans l'administration. On a eu l'occasion de travailler une mission pour l'École normale supérieure, l'ENS, donc voilà une organisation, qui s'est emparée d'un rôle à l'époque plutôt environnemental, c'était il y a 3 ans. Mais on va parler de comment justement être contributeur et qu'est-ce que ça veut dire être contributeur? Alors pour nous, on classe et on a profité un peu de ce vocabulaire du 1.0, 2.0, 3.0 pour expliquer, en fait cette progressivité et un peu à la fois ce qui est attendu et ce qui se passe depuis quelques années. Donc il y a d'abord eu cette attente sur, évidemment poussée par le réglementaire qui n'arrête pas de changer comme Laetitia l'a montré. Donc et puis, au-delà du réglementaire, les attentes des parties prenantes de mieux comprendre, qui est l'entreprise, dans laquelle ils travaillent ou lorsqu'on est consommateur, même si ce n'est pas une question qui est posée directement, mais derrière un produit, un service, qui y a derrière. Donc, les aspects corporate sont devenus aussi assez centraux dans la perception et de communication et de positionnement corporate, dans la perception, que peuvent avoir à la fois, consommateurs, collaborateurs, voire parties prenantes, pas seulement la distribution, mais les ONG ont pris beaucoup plus de poids aussi dans l'interaction et le challenge des entreprises, les associations de patients, et cetera, les syndicats. Pour nous, l'engagement 2.0, eh bien, c'est vraiment cette capacité à révéler ce que fait l'entreprise en matière de responsabilité et donc la RSE, on emploie souvent le vocable, on oublie que dans ce vocable, il y a, ou on ne l'oublie pas, mais en tout cas responsabilité qui est
quand même la première chose qu'on peut attendre d'une entreprise, qu'elle soit responsable, sauf qu'aujourd'hui, elle a une responsabilité étendue qui est formalisée par la loi, avec notamment la CSRD qui est en train d'inclure beaucoup plus d'entreprises que ce qu'on pouvait avoir avec le reporting extra-financier et qui va être en application dès 2024 sur l'exercice 2023. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça et les attentes, c'est de comprendre comment l'entreprise va minimiser ses impacts environnementaux. À partir du moment où il y a une création de valeur, eh bien forcément, on a des impacts environnementaux, mais aussi de maximiser ou de démontrer ou de prendre à bras-le-corps sa contribution sociale au sein de ses activités. Alors, ça peut être aussi une contribution sociale en termes de, Laetitia l'a dit, prise en compte des conditions de travail, hein. On parle de plus en plus aussi dans les secteurs industriels de tous les sujets ou même de services liés à la prévention santé, par exemple, et bien de se préoccuper au-delà du taux d'accidents que l'on peut avoir dans les entreprises, mais de cette prévention, ça fait partie de cette contribution sociale des activités. Et pour nous, c'est au niveau du 2.0, c'est-à-dire une nécessité pour l'entreprise de faire comprendre ce qu'elle fait et de sortir de rapports RSE qui sont uniquement dans des onglets de sites internet ou communiqués aux cabinets qui font les évaluations du reporting extra-financier et de venir mieux les révéler, pas seulement à l'interne, bien sûr, hein, parce que les collaborateurs sont aussi des contributeurs aux objectifs fixés par l'entreprise, mais aussi au niveau des clients, au niveau des prescripteurs. Il y a de plus en plus cette attente. Et d'ailleurs, au passage, je lisais hier, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur les sujets de nutrition chez l'ICUP, que le prochain congrès mondial de nutrition qui a lieu à Paris va faire le lien entre développement durable et nutrition. C'est vraiment une première. On parle de sustainable food et donc c'est vraiment, on voit ce lien, cet élargissement et notamment sur des sujets liés à la santé qui vont intégrer aujourd'hui le développement durable. Et puis le troisième point qui est dans cette avancée, aller vers ce troisième point sans avoir une RSE solide, ça nous semble évidemment possible, mais on a vraiment besoin d'être dans ces dynamiques de progrès. Je précise qu'on parle de progrès accompli, mais la RSE, ça doit infuser dans toute l'entreprise et elle est toujours en mouvement. On n'est jamais arrivé et puis on a des objectifs souvent à 2030, 2040, 2050. Donc ça ne veut pas dire qu'on a déjà tout réalisé pour communiquer, surtout pas. Il faut communiquer lorsqu'on est en mouvement pour accélérer ce mouvement. Et le troisième point, la contribution sociétale. Et donc, quelle peut être cette contribution, cet impact positif fort sur la société? Et ce qui est très important, en tout cas de notre point de vue, c'est que cette contribution soit vraiment en lien avec, si elle existe, la raison d'être, mais en tout cas, le métier, le savoir-faire, le modèle d'affaires de l'entreprise, parce que c'est là qu'est sa légitimité, c'est là qu'elle va être le plus capable d'apporter une pierre à l'édifice, parce qu'elle connaît son univers. Les marques, les entreprises sont expertes de leurs univers et il faut vraiment capitaliser sur ce sujet. On va développer cet aspect-là. Alors, être moteur du changement pour une marque ou une entreprise, eh bien, on l'est un peu déjà en étant éventuellement un exemple pour inspirer positivement ses parties prenantes, pour inspirer positivement, bien sûr, ses collaborateurs à s'engager sur les sujets RSE qui concernent l'entreprise, voire un peu à l'extérieur. Et puis, elle l'est aussi dans son univers concurrentiel. On a bien vu sur un certain nombre de secteurs, si on regarde dans les produits de grande consommation, par exemple les produits d'hygiène beauté, on a eu quelques acteurs qui ont commencé à se positionner sur ces sujets et ça a eu un effet d'entraînement évidemment de la concurrence, mais surtout ça a eu aussi un effet d'éducation du consommateur et donc la marque a vraiment et l'entreprise, si on parle de l'interne, a un rôle de modèle, un rôle modèle comme disent les Anglais, un rôle de modèle qu'elle en soit consciente ou non, mais sur lequel elle va pouvoir capitaliser. Et puis, il y a la mise en action, évidemment, de son pouvoir d'influence dont parlait Laetitia, hein, ce qu'on aime bien appeler, nous, le soft power. Donc, pour créer de nouvelles normes, générer des dynamiques d'engagement autour de l'usage dans le quotidien par les consommateurs, les clients, les relais, hein, ou éventuellement, quand on est en B2B, évidemment, ça a des enjeux très importants. Donc, créer ces nouvelles normes
Et dans le B2B, on est souvent très près dans nos univers du B2B2C et permettre aussi à ces clients en business to business d'intégrer justement la dynamique qui peut être générée autour de ces nouvelles normes et donc de s'appuyer sur son pouvoir d'influence. Alors, cette légitimité et porter ce pouvoir d'influence, je le disais à l'instant, eh bien, il faut l'imaginer dans son expertise, hein. On parlait beaucoup de mécénat il y a quelques années, c'est vraiment totalement autre chose et il ne s'agit pas d'encapsuler ce type d'engagement dans une fondation, mais vraiment de le porter par l'entreprise. Donc, s'appuyer sur l'expertise en lien avec son domaine d'activité, la connaissance précise de son écosystème et de ses parties prenantes. On va donner des exemples concrets pour illustrer ce point, mais encore une fois, il y a une grande expertise et quand on parle des collaborateurs, par exemple, et de sécurité et qu'on peut engager les collaborateurs à participer à la mise en œuvre de politiques de prévention, on s'aperçoit qu'ils ont des connaissances formidables et qui peuvent faire progresser les systèmes. Et puis, bien sûr, la confiance, puisque quelqu'un qui vit dans une entreprise et qui travaille, il a confiance dans cette entreprise, il faut l'espérer, il a confiance dans son savoir-faire et les clients font confiance à vos entreprises, à vos marques, puisque à partir du moment où ils consomment vos produits d'une manière ou d'une autre ou les services, eh bien c'est parce qu'ils sont dans ce contrat de confiance et c'est sur ce contrat de confiance qu'on pense on peut capitaliser dans son engagement contributif. Et puis c'est aussi quelque chose qui est important d'entretenir sur le long terme en intégrant les nouveaux enjeux et donc les enjeux aussi un peu plus environnementaux, sociaux, sociétaux, au-delà du contrat de base qui reste essentiel bien sûr pour l'entreprise. Donc on a bien 3 niveaux, les salariés, les parties prenantes et les consommateurs, utilisateurs de vos produits et services. Et donc on va essayer d'expliciter en 4 points, comment l'organisation, l'entreprise peuvent être, ou peut être un catalyseur du changement et on ira tout de suite derrière sur, des exemples pour, illustrer. Alors, les 4 points clés pour réussir ce défi, vous allez voir, ils sont relativement logiques. Heu, Quelle cible? Alors pourquoi on a mis ça? Évidemment, c'est très différent si on s'adresse à des consommateurs, des citoyens, des salariés, mais quelle cible au sein de ces groupes? Le consommateur n'est pas un. Est-ce on souhaite s'appuyer sur des consommateurs déjà très sensibles au sujet qui vont être des relais? Est-ce qu'on souhaite plutôt s'adresser à des clients ou des consommateurs qui sont, un peu moins engagés? Sur les salariés, est-ce qu'on veut toucher ceux dont on sait qu'ils sont éventuellement, les plus enclins, à avoir des presque accidents ou, d'avoir des problématiques de respect des consignes? Souvent, on va retrouver des approches qui sont un peu des approches de masse, mais nous pensons qu'il est important de prioriser et de bien caractériser en changement de comportement. C'est essentiel, la personne et le groupe de personnes auxquelles on s'adresse. Voilà, si on est dans l'alimentaire, hier, je participais à une table ronde sur l'alimentaire. Voilà, est-ce qu'on s'intéresse aux flexitariens si on veut travailler sur la végétalisation de l'alimentation, ou est-ce qu'on va déjà un peu acquis à la cause, ou est-ce qu'on veut plutôt s'adresser aux non-flexitariens et qu'éventuellement on va utiliser, pas les mêmes leviers, pour les engager et nouer cette relation autour de l'évolution de leur, comportement alimentaire ou la manière de penser de leur repas. Alors ensuite, quel sujet? Question encore, basique, hein, mais ça nous semble extrêmement important d'être très clair et de bien préciser son domaine de contribution spécifique. Spécifique pourquoi? Parce que si on veut que ça puisse nourrir cette confiance et nourrir le positionnement de la marque ou de l'entreprise, on a vraiment des domaines de contribution et des manières de travailler dans chaque entreprise, dans chaque organisation un peu spécifique. Et l'idée, c'est de définir de façon très propriétaire le sujet sur lequel on va pouvoir travailler. Avec bien sûr des objectifs à court, moyen et long terme, engager une évolution des comportements, si je prends un exemple concret, sur, par exemple, le tri ou sur, le respect des consignes d'entretien de certains matériels, par exemple, et bien, se fixer des objectifs trop ambitieux à court terme, souvent on va avoir une progressivité et on encourage à avoir des plans, qui vont, durer si possible au moins 2 ans, et encore mieux sur, 3 ans, et plus, bien sûr, si tout se passe bien et qu'on est content des résultats. Mais de ne pas
penser qu'on va pouvoir tout changer avec des objectifs à très court terme. Je prendrai l'exemple d'une entreprise pour laquelle on a travaillé et qui avait encore des accidents, je dirais, dans les usines et beaucoup de presque accidents. Et la volonté de vraiment amener les gens à s'occuper de sécurité était de maximiser les conséquences en disant qu'il fallait penser finalement à la ligne de vie, et qui est un terme souvent employé, et pour éviter quelque part en creux dans la manière dont les choses étaient mises en scène, éviter des accidents mortels. On ne peut pas aller dans une usine au quotidien en pensant qu'on va mourir. Et donc typiquement, le fait de vouloir être sur des objectifs et maximiser les conséquences crée un phénomène de réactance sur le plan psychologique et est plutôt contre-productif. C'est un peu ce qu'on observe aussi, un autre exemple dont je parle souvent, mais sur le tabac, on a beaucoup maximisé les conséquences et aujourd'hui, on est, selon les statistiques, mais aux alentours de, en tout cas, plus d'un tiers des Français qui fument au quotidien. Donc, vraiment un échec patent de cette maximisation des conséquences sur le tabac, sauf sur une petite partie de la cible qui a bien réagi, qui est déjà acquise. Le reste, il va falloir trouver d'autres leviers. Alors un autre point très important, souvent quand on s'adresse à l'interne, quand on va travailler sur des contributions, sociétales auprès, de ces relais, on va, éventuellement pas marketer sa démarche. Or, toute démarche d'engagement et de changement de comportement nécessite d'être pensée comme un objet un peu marketing. Donc, nous préconisons, et vous allez le voir dans les exemples, d'avoir un nom, un naming, comme ça les gens peuvent s'y référer, ils vont pouvoir, l'avoir un peu, y penser assez facilement, bien caler sa maison des messages, les messages clés, s'y tenir, donc avoir vraiment une structuration, et pas uniquement de se dire parce qu'on porte quelque chose qui est bénéfique pour la société, pour ses clients, pour ses relais, que ça va suffire, prendre un peu de temps au démarrage pour, bien poser, la façon dont on va exprimer, son engagement et sa contribution. Et enfin, un point extrêmement important et qui est très issu des sciences sociales et des sciences du changement de comportement, heu, quel relais actionner? Ça marche aussi bien en interne ou lorsqu'on va, en fonction des cibles, travailler sur, l'engagement de ses clients, par exemple, sur le bon usage de son produit ou sur une certaine contribution dans le quotidien. Heu, qui sont, les consommateurs ambassadeurs qu'on va peut-être pouvoir impliquer? Qui sont les relais en B2B qui demain peuvent être, des relais, importants, intéressants, à nouveau en interne, comment atelier par atelier, lieu par lieu, on va pouvoir actionner des relais, que ce soit en termes de sécurité, mais c'est vrai aussi, pour, porter et amener à mieux s'approprier l'engagement RSE de l'entreprise. Qui sont les relais? Qui sont les ambassadeurs? Et donc vous avez tous envie de voir des exemples. On y va, vous allez voir comment, on peut proposer de mettre en place aussi ce système de relais pour que le changement ne soit pas seulement suscité par de bons outils de communication, ils sont certes importants, mais l'interaction, on va parler en changement de comportement d'interaction émotionnelle, bon, on va faire pleurer tout le monde, hein, ce n'est pas l'émotion, mais c'est plutôt au sens où quand on crée un lien, une interaction, on amène à travailler sur des représentations et à influencer à terme la norme sociale différemment que si on a juste des supports qui sont, des supports, certes, bien créés, bien imaginés, mais, digitaux, ou autres pour, atteindre ces cibles. Alors des exemples justement pour inspiration. Alors, premier exemple, quelques exemples autour du comment on peut susciter, insuffler le changement de comportement en interne et comment du coup devenir un véritable catalyseur du changement auprès de ses propres collaborateurs. Donc, on a choisi plusieurs programmes assez différents pour illustrer cela. Le premier, c'est l'entreprise Jacquet Brossard, et qui a développé depuis de nombreuses années une approche très holistique pour favoriser l'épanouissement de ses collaborateurs. Donc, un vrai projet de contribution sociétale au sein de Jacquet Brossard.
Alors, c'est l'idée de créer évidemment un programme interne. Je replace un petit peu le contexte, hein. Il y a quasiment une dizaine d'années, ça a été lancé en 2014. On était dans le cadre du PNNS, du Programme national nutrition santé, et les entreprises à l'époque étaient poussées à revoir leur offre pour améliorer leur offre en matière de nutrition. Et elles étaient aussi engagées dans le cadre de cette action à travailler et à œuvrer pour installer de meilleurs comportements au sein de leurs propres collaborateurs. Donc là aussi, on voit qu'il y a un effet, en tout cas que la réglementation ou en tout cas un projet étatique venait pousser les entreprises. Jacques et Brossard a répondu présent autour de ça et ils ont lancé en 2014 leur propre programme qu'ils ont décidé, et c'est là où ils se sont éloignés, je dirais, de la réglementation, de le packager, évidemment, pour que ça corresponde à leurs valeurs et qu'ils insufflent leur propre philosophie autour de ce programme. Donc, un programme dont l'enjeu était d'installer des pratiques favorables au bien-être de leurs collaborateurs et à la forme. Alors, évidemment, avec 2 piliers en lien avec le PNNS, qui était bien manger, bien bouger. Comment ont-ils fait? Donc 2014, une entreprise avec plus de 1000 collaborateurs, 1400 collaborateurs, des univers très différents, hein, plus de 1000 collaborateurs en usine, 9 sites de production. Donc, difficulté réelle sur la cible dont parlait Sandrine. Donc, il a fallu travailler là-dessus et adapter les actions mises en place en fonction des différents profils. On ne parle pas bien-être, forme, activité physique à un collaborateur qui travaille en usine avec des horaires décalés. On ne lui parle pas d'alimentation quand il a son petit déjeuner qui est à l'heure du dîner ou pas loin. Voilà. Cette nécessité de travailler finement sur les cibles était importante. Ce qui est intéressant dans ce programme aussi, c'est qu'il a fallu travailler et impliquer les différentes équipes chez Jacques et Brossard, justement parce que ça nécessitait la mobilisation à la fois de l'équipe RSE, de l'équipe RH de façon très forte, évidemment des équipes de communication, des directeurs d'usine, des personnes relais en usine, hein, pour que les choses soient mises en place et qu'elles soient bien en lien avec les attentes des collaborateurs en usine, CHSCT, CSE, etc. Et ce travail de co-construction dont parlait Sandrine, qui est important en matière de changement de comportement, a permis d'avoir des actions vraiment utiles et bien adaptées aux différents types de populations. Et c'était vraiment l'enjeu de Jacques et Brossard à l'époque, de proposer un programme qui n'allait pas être réservé qu'aux cadres, au siège, mais qui allait pouvoir favoriser ce changement de comportement auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vraiment, je dirais, la différenciation et la différence de ce programme. Le deuxième point, pour mobiliser l'ensemble de ces salariés, c'est qu'il a fallu créer de la valeur autour de ce programme. Sandrine évoquait le naming, voilà, pour créer de la valeur et montrer en quoi ces actions étaient importantes, séduisantes pour les collaborateurs. Il y a cette idée d'avoir un programme très packagé qui montre cette création de valeur. Alors à la fois sur un nom, un logo, un fil rouge clair, des outils gais, sympathiques, appropriables, et des animations attractives et des animations qui viennent dans les usines, dans la salle de pause, où on propose quelque chose de différent aux salariés. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui a fait toute la différence de ce programme et qui a suscité l'intérêt des collaborateurs, parce que cette attractivité, faire venir une diététicienne dans une salle de pause sur son lieu de travail, faire venir un coach sportif pour participer avec quelques-uns de ses collègues à une séance sur les postures, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est un programme qui dure depuis une dizaine d'années. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Et puis, grain de forme, voilà, c'est sur ces 10 années, 6 grandes années d'action en usine au siège. Là, on voit quelques visuels qui montrent la mobilisation et peut-être les 2 photos sur le bas de votre écran qui montrent à la fois sur ce travail d'une thématique autour de l'activité physique, des postures, comment ça se matérialise, évidemment sur une cible, sur un groupe cible bien particulier qui est une cible sédentaire au siège, avec là le Swiss Ball et ce monsieur qui est en train de travailler assis sur son Swiss Ball. Et puis, de l'autre côté, dans le cas de l'usine, des gestes d'échauffement, de posture pour éviter les risques musculo-squelettiques. Donc voilà, l'intérêt vraiment de ce programme, il réside là-dedans.
Et puis, ben, autour de ces 10 années, en fait, c'est un programme qui n'a cessé de se renouveler et je crois que ça, c'est important aussi en matière de changement de comportement, avec des thématiques plus holistiques, toujours encore plus centrées sur le bénéfice, en intégrant encore plus, cette dimension holistique et de bien-être et puis en intégrant des tutoriels, des vidéos. Voilà, petit à petit, le programme, il s'est chargé aussi d'une forme de modernité, il s'est adapté à son temps et puis l'année prochaine, il y aura là aussi encore Nouvelle. une nouvelle thématique, un nouveau grain de forme qui va être encore plus axé sur le bien-être, qui va intégrer la dimension plus environnementale et la dimension de solidarité. Voilà un petit peu pour vous donner un bel exemple à notre sens de contribution sociétale et de changement de comportement. Alors un programme extrêmement récent, puisqu'il a été lancé il y a, oui 15 jours, presque 3 semaines, le programme de révélation de la stratégie environnementale aux collaborateurs de la Française des Jeux. Alors, la Française des Jeux a un programme ambitieux sur, le sujet de son engagement environnemental. Éventuellement, on connaît bien la Française des Jeux, sur tous les engagements, sociaux, sociétaux, parce que ça fait partie de leur raison d'être. Mais il y avait la nécessité de faire émerger quelque chose qui venait pas forcément directement dans l'esprit des collaborateurs, le fait qu'il y a des enjeux environnementaux dans ce que fait la Française des Jeux. Donc là, ce qui a été, demandé et ce qui nous a été demandé, c'est de voir et de mettre en place un programme d'action permettant de mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Donc, vous l'avez compris dans la dynamique, je vais aller assez vite. Donc, un nom, de programme a été trouvé, Planète Trèfle, vraiment, en lien avec, la Française des Jeux et ce fameux trèfle qui est venu enrichir, son logo, son positionnement. Une baseline, ensemble pour faire gagner, la nature et puis, un programme sur 2 ans avec, chaque année 2 thématiques pour ne pas se chercher à tout traiter. Ce sont des sujets complexes. Si on veut vraiment engager, les collaborateurs à participer au fait de réduire l'empreinte environnementale de la Française des Jeux, bien sûr, il y a ce que va faire la direction en termes de papier et cetera. Je vous montre un petit film dans une minute, mais il y a aussi et dans le cadre de cette réduction de l'empreinte carbone, un coach climat, tout un tas d'actions de formation, qui font partie d'ailleurs, du déclenchement. Alors ça, on va dire, c'est très motivant puisqu'il n'y a d'intéressement que si l'ensemble des collaborateurs ont suivi une formation, sur, le climat et le carbone, hein, pas plutôt, bien faite et pas très contraignante, mais la direction a décidé, d'en faire un point clé, aussi de la distribution, de la participation. Le fait de préserver la biodiversité, ce sera notre deuxième thématique, qui sera traitée au mois d'octobre et à chaque fois avec un dispositif un peu en cascade pour, informer l'ensemble des collaborateurs, leur montrer ce qu'ils peuvent faire et puis avec une différenciation puisque si on est un collaborateur, dans le réseau, si on travaille, au sujet de tout ce qui est plutôt, gestion des données, il y a une forte gestion de données, et de numérique, donc des enjeux autour du numérique et puis aussi ce que peuvent faire les collaborateurs en se rendant sur leur lieu de travail et dans leur vie quotidienne. Je vous montre un petit film, qui a été, donc dévoilé au moment du lancement de Planète Trèfle il y a tout juste 3 semaines. En inspirant, en informant et en mobilisant les équipes sur les enjeux environnementaux, donnons-nous ensemble les moyens de faire gagner la nature.
Donc voilà, ce programme Planète Trèfle a été présenté lors c'était vraiment le kick-off il y a 3 semaines, hein, présenté par la présidente de la FDJ à l'ensemble des collaborateurs lors d'une conférence et un événement interne. On a la thématique liée au carbone, puisque là, c'était vraiment plutôt le film de révélation du nom de la démarche. Et ensuite, on rentre dans les thématiques là qui va se faire dans les 15 jours qui viennent. Et puis ensuite, biodiversité. Et donc, en créant un peu ce rythme et à chaque fois avec un dispositif, certes des outils, mais la mobilisation d'ambassadeurs et de relais qui étaient en réalité préexistants à la FDJ, mais qui vont être activés de manière particulière pour pouvoir répondre aux questions. Il faut voir que quand on est dans la communication, dans la RSE, dans ces sujets, eh bien, on les a bien en tête et c'est parfois pas toujours aussi facile pour tout le monde de s'approprier les enjeux et de penser que l'action de chacun peut vraiment contribuer à avoir un impact plus global. Vous avez vu sans doute des images qui faisaient penser à la fresque du climat ou à ce type de travail. Ça amène une prise de conscience, mais souvent, c'est aussi un coup sur la tête, hein, tous ces outils. Et je pense qu'un des points importants, en tout cas que nous avons en tête sur ces sujets de la mobilisation autour de la RSE, c'est de localiser ou de montrer comment les impacts sont des impacts réels et que même si ce sont des petites actions, elles sont efficaces plutôt que d'être toujours sur le grand schéma dont on se sent parfois un peu loin. Alors, un autre engagement, un autre programme RSE donc, chez un de nos clients qu'on accompagne depuis de nombreuses années, donc Bell, qu'on accompagne depuis certainement quasiment 8 ans. Donc là aussi, un nom de programme, vous avez compris la mécanique, hein, Actors for Good. Donc c'est un programme international pour les 80 pays dans lesquels la marque se développe, est implantée. De la même manière, un travail thématique, donc dans un premier temps sur bilan carbone récemment on a eu aussi un sujet qui était plutôt lié à la nutrition et le fait d'aller vers la transition alimentaire, donc des thématiques qui sont traitées les unes derrière les autres. Euh, donc messages clés et guidelines pour briefer dans chacun des pays les équipes à mettre en place le programme Actors for Good et de trouver aussi un moyen vous voyez, pour les ambassadeurs, les good ambassadors, donc trouver des ambassadeurs qui vont, au sein des différents sites, pouvoir être des relais, être peut-être un peu plus préinformés, un peu plus formés, de manière à ce que autour des différentes thématiques qui sont développées et qui seront développées aussi dans les mois et les années à venir, hein, c'est un programme qui dure déjà depuis plus d'1 an, on puisse justement s'appuyer aussi sur ces relais pour mettre en place et déployer les actions qui sont bien sûr différentes si on est au siège que si on est en usine et où chacun a aussi sa part, même petite, à jouer. Et vous voyez avec ce nom Every Small Action Can Have a Big Impact. Et l'idée, c'est aussi de mettre en perspective, pas seulement les actions au niveau de l'entreprise, mais parfois aussi au niveau des sites et ce que j'expliquais, la localisation des actions. Alors, deuxième thématique, et je vais rester sur Bell, qui est aussi un enjeu d'influence, hein, de soft power qu'on trouve extrêmement intéressant et qui là aussi est très récent, c'est d'être un peu un catalyseur du changement avec ses parties prenantes. Alors, pourquoi être un catalyseur du changement avec ses clients, les parties prenantes ONG, les collaborateurs, on vient d'en parler, et parfois même ses concurrents. Aujourd'hui, la notion d'open source, de prendre une forme de leadership dans son univers, est vraiment un sujet qui nous semble être une très forte opportunité, de manière à justement être un peu la pointe avancée des changements de comportement et ces catalyseurs du changement avec ces parties prenantes. Donc ce dont je vais vous parler, c'est d'une alliance qui vient d'être lancée et c'est d'ailleurs la premier webinaire, c'est ce soir, l'Alliance pour l'agriculture régénératrice, hein, donc que vous voyez là le nom en bas à gauche, créé par Bell, avec cette idée d'engager pas seulement évidemment les fournisseurs qui travaillent avec le groupe, hein, donc aussi bien le groupe, ça regroupe, et vous le voyez dans le logo, bien sûr, Bell est connu pour son activité fromagère, mais Bell, c'est aussi MOM, Materne Mont-Blanc, avec les compotes et un développement là aussi très international. Donc là aussi, c'est un projet
international qui est fait en 2 langues, en français pour les partenaires du groupe Bell en France, mais ensuite en anglais pour pouvoir aussi mobiliser d'autres acteurs. L'idée, c'est de créer un écosystème et dans le cadre de cet écosystème, d'amener chacun avec l'aide aussi de témoignages, d'exemples inspirants, hein. Il y a beaucoup d'engagement sur l'agriculture régénératrice. La particularité de Bell par rapport aux plateformes existantes, c'est certes auprès de leurs fournisseurs d'accompagner le changement sur l'amont, mais au travers de l'Alliance, de partager aussi des réflexions autour de la capacité à faire comprendre aux consommateurs ce que c'est que l'agriculture régénératrice et donc à peut-être accélérer le partage d'expériences positives comme négatives, mais qui va permettre à tous et également donc éventuellement d'autres acteurs de l'agroalimentaire de comprendre ou de percevoir ou de mieux percevoir l'intérêt de l'engagement. Regenerative agriculture is a set of farming and grazing practices that helps regenerate soils, preserves biodiversity and water resources, mitigates climate change and support farm resilience. Food systems are responsible for more than 1/3 of planet greenhouse gas emissions. This is obviously very concerning, and it is our responsibility as a committed food player to develop new ways to look at the problem and bring new solutions. At Bell, we believe that nature does things well and should inspire us. This solution, brought by nature, is right under our feet. It's regenerative agriculture. In an ecosystem, each part is essential, interacts and works together. So as Bell, with the launch of the Alliance for Regenerative Agriculture, which brings together farmers, growers, experts, food players. Because together we are stronger. WWF a Alors, j'arrête là, le film est plus long puisque chacun des acteurs, ONG, fournisseurs, etc., prend la parole, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors, autre exemple, engager ses consommateurs. Dernière partie de la présentation, être un catalyseur du changement, c'est aussi auprès des citoyens et les marques et les entreprises, auprès de leurs propres consommateurs, peuvent engager leurs consommateurs et favoriser de nouvelles pratiques. On a choisi 2 cas intéressants. Le premier, celui de Lipton Ice Tea, dont l'enjeu pour eux était de promouvoir le geste de tri auprès de leurs consommateurs. Évidemment, c'était il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans. Ils étaient dans une démarche de porter un combat autour justement du tri. Et en regardant leur cible de consommation, que sont de jeunes adultes, des adolescents et les jeunes adultes, ils se sont rendus compte que même si c'était une cible qui se disait engagée, très engagée, ce n'était pas franchement la plus active sur le sujet du tri. Donc, ils ont vraiment décidé de travailler là-dessus. Et ça n'a pas changé puisque l'ADEME a sorti il y a 48 heures un nouvel observatoire montrant que les jeunes parlent beaucoup de tous ces sujets, aimeraient s'engager, mais ont du mal à passer à l'acte. Donc, il faudrait continuer. Voilà. Donc, il faudrait continuer, en effet. Et en tout cas, c'était le point de départ de cette démarche autour de ce combat porté par Lipton, ce combat autour de l'incitation au bon geste de tri, qui s'est fait dans une démarche vraiment de changement de comportement, pour le coup, que je vais vous développer. Mais avant de vous parler changement de comportement et de parler de cette démarche, ce qui nous semblait important chez LinkUp à ce moment-là, c'est que c'était nécessaire que Lipton Ice Tea, qui lançait qui avait un certain nombre d'engagements assez forts, on leur a conseillé de formaliser leur stratégie d'engagement de la marque, de l'amont à l'aval. Les choses étaient là, elles existaient, mais elles n'étaient pas formalisées. Et avant de commencer un travail sur le changement de comportement et de porter un combat auprès de leurs consommateurs, c'était extrêmement important que les choses soient formalisées et qu'elles soient prêtes à être révélées. Ensuite, la démarche, elle a été très, très centrée, cette démarche de changement de comportement, elle a été très centrée sur la co-construction. La co-construction dans le cadre d'un Fab Lab, co-construction avec des entreprises, des experts, des étudiants, des médias, des univers très différents qui ont permis d'apporter une richesse à la compréhension du sujet, d'identifier évidemment les freins
qu'est-ce qui fait que cette cible, elle est un peu réfractaire à ça? On s'est interrogé là-dessus pour pouvoir identifier des leviers. Et ce travail avec ces parties prenantes a été extrêmement riche et c'était même une nouveauté puisque ça a été jusqu'à travailler sur la campagne en tant que telle. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc cette co-construction, elle a abouti à se dire que finalement, le combat de la marque, il devait être porté par ceux qui finalement influençaient le plus cette cible, que sont les influenceurs. Donc, on a travaillé en partenariat avec M6 à l'époque à sélectionner un certain nombre d'influenceurs qui à la fois se sentaient capables, qui étaient engagés sur ces sujets-là pour prêcher la bonne parole et en tout cas engager leur propre communauté autour d'un claim fort, là aussi un naming, on retrouve ce qu'on s'est dit tout à l'heure et les points clés, Lipton Génération Tri. Donc c'est une campagne qui a été extrêmement intéressante, qui jouait sur l'exemplarité, qui misait sur finalement les pratique des jeunes. Voilà, on s'est intégré dans leur propre mode de consommation médiatique, de snacking sur les réseaux sociaux, et on a travaillé avec leurs alter ego, en tout cas ceux qui les influencent, que sont ces influenceurs. Et ce qui est intéressant, donc là, il y a un petit film, je ne sais pas si on va avoir le temps de vous le passer, où un influenceur en tant que tel avait travaillé autour d'une chanson pour porter ce message-là. Donc là aussi, un message assez original et une façon de créer l'attractivité autour de ça. Une campagne qui a très, très bien fonctionné et qui a permis d'engager cette cible-là. Et à côté de ça, et c'est intéressant, l'engagement de la marque qui a porté ce message jusqu'au bout du produit, à la fois on-pack et aussi dans le cadre d'opérations en magasin. Et ça, c'est intéressant aussi en matière de changement de comportement, de ne pas rester uniquement dans la sphère digitale et d'avoir ce lien aussi avec la vie réelle. Voilà un petit peu pour Lipton Ice Tea. J'essaie d'aller vite. Et le dernier exemple, un sujet de grande consommation aussi, un sujet compliqué, comment faire évoluer la manière dont les clients consomment les produits de la marque, donc des boissons alcoolisées et des spiritueux, pour un groupe comme Bacardi Martini. Donc là, l'enjeu, si on se remet dans le contexte, il y a une petite dizaine d'années, on était dans un contexte de binge drinking avec une partie de la population qui consommait de façon très, très excessive et un contexte médiatique centré autour de ça. Et Bacardi Martini, un groupe plutôt avancé en matière de responsabilité, qui travaillait sur ce sujet-là, en tout cas responsabilité autour de la modération, qui avait pas mal d'actions, notamment auprès des étudiants, qui s'interdisaient un certain nombre de choses, avait du mal à faire valoir sa position et à émerger comme un acteur de la promotion de la modération, parce qu'il y avait cette diabolisation globalement de l'alcool et particulièrement des spiritueux en lien avec le binge drinking. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce mouvement en matière de changement de comportement, c'est que, bien sûr, on a travaillé sur l'idée. Voilà, l'idée, c'était créer un mouvement qui soit suffisamment attractif, le slow drinking, qui vienne un peu prendre le contre-pied finalement du binge drinking et qui invitait ces consommateurs à consommer différemment, à apprécier davantage, à apprécier le moment présent. On s'inscrivait dans une tendance qui est toujours d'actualité, les slow mouvements, la slow food. Et d'ailleurs, c'est un programme qui perdure depuis plus de 10 ans et qui a permis d'installer cette démarche de consommation responsable comme une démarche vraiment créatrice de valeur pour l'entreprise, mais aussi pour les consommateurs. Comment on a construit cette démarche? Là aussi, la co-construction avec un comité d'experts. Alors, co-construction sur l'idée, certes, mais surtout sur les fondements, la légitimité, la réalité de la consommation, avec une spécialiste des études, un nutritionniste, Patrick Serrogue, un sociologue, Thibaut de Saint-Paul, une experte culinaire. Ça nous semblait important, au-delà de la compréhension fine de la cible, de s'interroger et de mixer ces expertises. Et ça a permis d'avoir une approche avec un concept très, très aspirationnel,
sur un sujet très boring qui est la modération, la consommation modérée d'alcool. Avoir un concept aspirationnel qui a permis finalement d'attirer la cible autour de ça. Et là aussi, on est vraiment porteur de sens et bien en lien avec la cible des marques du groupe Bacardi Martini, des marques premium, qui se retrouvaient aussi dans cet éloge de la lenteur, dans cet art de pratiquer le slow drinking et dans lequel l'attractivité était finalement assez forte. Alors, pour qu'il y ait de l'impact, quand on parle de contribution sociétale, bah, il faut créer, relayer ce discours. Alors, évidemment, en communication, là, il y a eu une stratégie de relations presse et surtout d'événementiel très forte, qui avait deux intérêts, bien sûr, la démultiplication du dispositif, mais aussi l'expérience. Et au cœur de ce dispositif-là, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il perdure autant, au-delà de son attractivité, c'est l'expérience qu'on fait vivre, une expérience positive, une expérience axée sur le plaisir, l'expérience de la dégustation et de la sensorialité qui a permis de réconcilier finalement les consommateurs avec la modération. Et puis, dernier point, là aussi, aller jusqu'au bout de l'expérience conso, jusqu'à l'achat. Vous le voyez là avec la dosette, le verre doseur qui permettait de mesurer à la fois la quantité d'alcool dans un cocktail, à la fois pour une question de santé et puis évidemment pour une question de dosage et de plaisir, parce qu'un cocktail avec trop d'alcool, ce n'est pas un bon cocktail, c'est comme une bonne recette de cuisine. C'était une démarche qui avait été approuvée aussi par les associations d'usagers et de Oui. défense justement, notamment de l'usage trop important de l'alcool, enfin qui étaient très engagés sur le sujet. Ouais. Et en fait, avant de la lancer, elle a été présentée et l'approche était considérée comme intéressante et innovante sur ce sujet et évidemment versus quelques cibles. Ça ne ciblait pas les très jeunes les très par jeunes. rapport au slow On était drinking. vraiment dans Et la il y avait un même cible. deuxième Ouais. volet qui ensuite, Bacardi Martini a préféré continuer sur cette lancée et l'a développée aussi en Espagne et en Italie. Exactement. Voilà, donc en conclusion, un petit peu débordé, j'espère que vous avez encore un petit peu de temps pour nous poser des questions. Donc, l'entreprise, la marque, il faut être conscient qu'il y a vraiment une connaissance de vos sujets, une expertise et une confiance à la fois de vos collaborateurs, des parties prenantes et des clients slash consommateurs. La possibilité des vrais moteurs de changement qui, à la fois, donc c'est vraiment un cercle virtueux, permet à la marque donc d'être ce moteur du changement et de renforcer en même temps sa légitimité dans ses attentes aujourd'hui qui sont aussi sociétales et au-delà du service rendu par la marque, le produit ou le service. Et donc, voilà, on pense que pour développer en fait sa contribution et la perception de sa marque, être un catalyseur du changement, c'est extrêmement intéressant, important et ça va aussi entretenir le domaine de légitimité de la marque. Et puis notre motto chez LinkUp, hein, c'est tous contributeurs, donc on pense que voilà, on peut tous être contributeurs et notamment vos marques, elles ont un rôle et une capacité, je pense sans doute formidable à contribuer au changement de comportement. Alors, peut-être quelques questions. J'enlève la présentation. N'hésitez pas à réagir. On est preneur de critiques, hein, c'est ça le dialogue avec les parties prenantes, de réflexion et de questionnement. Voilà, levez la main si vous le souhaitez ou posez une question dans la conversation ou au micro. En effet, on n'est pas trop nombreux, c'est possible. Tout à fait. Soyons libres dans la parole. Moi, j'en avais quand même une, Sandrine, de questions par rapport à la présentation. C'est vrai que dans les différents échanges que je peux avoir avec nos clients ou même des entreprises qui viennent vers nous sur ce sujet-là, est-ce qu'au final, on peut être quand même légitime à engager ce rôle de contributeur sociétal quand on a une stratégie qui peut sembler encore en train de mûrir, enfin en train de croître au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on est légitime au final d'embrasser, quand tu parlais d'engagement 1.0, 2.0, 3.0, est-ce qu'on peut engager les deux en même temps? Oui, nous, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de montrer qu'on est engagé. Si on n'a jamais montré qu'on avait pris à bras-le-corps le sujet de la RSE et que le sujet de la RSE est au fin fond d'un reporting extra-financier
encore neuf, tel qu'on a pu le voir parfois, et que personne ne va voir et peut-être les gens ne sont pas au courant de ce que vous faites déjà, c'est vraiment, important de déjà montrer que sur ces enjeux qui deviennent vraiment essentiels, on n'est pas juste et même si l'action est sincère, c'est de montrer qu'on est en mouvement. Avoir atteint ses objectifs, pas du tout, on n'est pas du tout obligé d'atteindre. On peut même avoir encore des questionnements en disant: «Bah, là, on a tel et tel type de sujet». On a travaillé à un moment donné pour Air France. Voilà. Air France, évidemment, à part les cartes d'aviation durable dont on sait qu'ils représenteront peut-être 5 des carburants pour des grandes compagnies comme Air France en 2030. Voilà, le sujet, il y a un engagement, il y a une volonté, il y a une partie technologique. Donc évidemment, de pouvoir même dire qu'on se pose encore des questions sur un certain nombre de modèles qui restent à inventer et à créer. L'essentiel, c'est de montrer qu'on est en mouvement. Mais quand on a montré qu'on est en mouvement et qu'on est capable de partager ça, oui, on peut développer en parallèle un engagement sociétal. Évidemment, l'aspect QVT et même QVCT, Laetitia connaît mieux ce sujet-là que moi, il est pertinent de tout temps, mais vis-à-vis de l'externe, en effet, c'est encore mieux quand on a déjà posé des bases et qu'on va choisir un peu son combat, hein, de contribution, mais légitime et dans son univers d'intervention. Alors, je vois qu'il y a des gens qui doivent nous quitter, mais c'est normal, on a été un peu plus long que prévu, parce qu'il y a d'autres questions, remarques, et puis surtout, n'hésitez pas à nous interroger sur vos sujets, hein, puisque on est aussi là pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires. Alors, qui se lève. Voilà. On a une main qui se lève. Oui, moi j'ai une petite. Donc merci pour cette présentation. Moi j'ai une réflexion. Donc ma société a adressé, est engagée pour le changement climatique à juste titre parce qu'elle est elle-même un émetteur de CO2. Et je trouve que évidemment tout le monde dans le groupe ne contribue pas au premier degré à vraiment réduire l'empreinte carbone du groupe. Et en revanche, on a développé un réseau d'ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, justement pour essayer de, comme vous disiez, d'embarquer aussi les collaborateurs, même ceux qui n'ont pas un rôle de prime abord dans cette décarbonation. Et je trouve, mon sentiment, c'est que c'est assez difficile de les embarquer parce que finalement, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre les actions qu'ils peuvent proposer ou mettre en place, changer les ampoules, faire du tri, machin, par rapport au combat de ma société où, encore une fois, on est un gros émetteur de CO2. Voilà, moi, je trouve qu'il y a toujours un peu anecdotique les actions que vont mettre en œuvre les collaborateurs ou inspirer dans leur site, etc., par rapport aux gros problèmes qu'on adresse par ailleurs, mais auxquels eux ne peuvent pas participer. Donc, je me demande toujours si quelque part, on ne perturbe pas des messages en disant aux gens, ben, c'est génial, vous changez les ampoules et vous arrêtez les gobelets en plastique, alors que, ben, en termes de proportion, c'est juste tout petit. Donc, je me demande si quelque part, ce n'est pas un peu contre-productif de faire croire que parce qu'on a changé les ampoules, on a fait quelque chose pour l'empreinte carbone du groupe. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, mais c'était un peu voir comment vous réagissiez à ce problème-là, enfin sur ce petit sujet, quoi. Mais je pense que c'est une vraie question que beaucoup se posent parce que, par exemple, à la Française des Jeux, il y a aussi un coach climat qui est proposé pour chacun et on a envie de se dire, finalement, le fait que les collaborateurs qui viennent pas en vélo viennent en vélo ou que je ne sais quoi, c'est une petite goutte d'eau par rapport à éventuellement ce qui peut être fait sur les tickets qui sont pas encore issus de papier recyclé. C'est au programme, mais c'est pas encore le cas. Et c'est pas la FDJ, son activité ne donne pas une empreinte carbone non plus. Enfin, c'est par rapport à d'autres sujets. Mais moi, j'ai envie de répondre à ça, peut-être deux choses. Je crois que quand on dit vous êtes des ambassadeurs, c'est aussi déjà des ambassadeurs pour être capable de partager et de régénérer de la fierté d'être dans votre entreprise. Certes, vous êtes un gros émetteur parce que vous faites, mais vous êtes sans doute un gros émetteur, mais vous faites des choses et vous travaillez sur ce sujet. Donc, c'est déjà être des ambassadeurs pour relayer ce que vous faites et d'en régénérer de la fierté, parce que les gens parfois se questionnent. Donc, ce n'est pas juste être des ambassadeurs pour mettre en place le programme, mais c'est de les amener à comprendre et les actions que vous faites. Après, j'ai envie de dire, il y a même deux autres points. Le premier, c'est que quand je disais localiser, c'est-à-dire de dire,
peut-être qu'à l'échelle du groupe, c'est très faible, mais si on regarde, si on change tous les ampoules, on fait tout ci, on fait tout ça, je sais pas, les actions, les gobelets, les ceci, les cela, bah, malgré tout, ça a un impact et d'essayer d'illustrer cet impact. Voilà. Est-ce que c'est autant que la consommation d'une année d'électricité au siège? Est-ce que c'est autant que, je sais pas, regardez et essayez d'avoir des illustrations. Et puis le troisième point, c'est quelle autre contribution sociétale liée à votre domaine d'expertise vous pourriez avoir et qui aurait de l'impact? C'est-à-dire que par rapport à votre domaine d'expertise, et c'est bien le sujet là, et votre légitimité, qu'est-ce qui pourrait être peut-être porté demain, qui fait sens par rapport à votre business, par rapport à votre modèle d'affaires et globalement le développement de l'activité de la société et qui pourrait amener les gens à la fois à l'interne, mais sans doute à l'externe, à se sentir contributeurs parce que relayant certains types de messages, pas forcément à l'interne et pas forcément pour eux en disant vous-même dégivrez votre frigo, faites ceci, faites cela, mais aussi peut-être dans ce que légitimement vous pouvez peut-être porter et aider à porter à l'extérieur pour que le côté ambassadeur ait un sens au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans le quotidien. J'entends. Alors, moi, c'est pas un secret, moi, c'est la société Air Liquide. Donc, évidemment qu'on a à la fois une partie du problème et une partie de la solution. C'est ça. Voilà. Et on a à la fois, en plus, cette contribution sur on va dire les solutions pour le climat, mais aussi toute la partie santé. Donc, on n'a pas de problème de se dire est-ce que je suis vraiment utile à la société? On sait qu'on l'est. Et moi, mon sujet, et on communique sur ça, même si on n'est pas un grand communicant de nature. J'ai pas de problème par rapport à ça et par l'engagement des collaborateurs. C'est juste l'écart entre le rôle de l'ambassadeur et quelque part. Alors j'entends votre troisième point parce que ça, je pense que c'est un levier qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé. Mais voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus… Alors, je pense que quand on a fait ce réseau d'ambassadeurs, il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu de sélection, c'était sur la base du bénévolat et c'est des gens qui veulent être une force de proposition et faire des choses, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient tous prêts à porter ce message de façon forte en interne et donc ça m'aide à réfléchir parce que je me dis qu'effectivement, il y a peut-être un travail à faire d'animation de ce réseau, d'empowerment un petit peu. C'est ça. Pour qu'ils soient sans doute, qu'ils aient l'impression que leur rôle n'est pas trop vain. Enfin, voilà. Et cette histoire de proportion qui est, je trouve, un peu risquée parce que parfois, voilà, au regard nous de nos émissions, voilà, c'est pas en changeant. C'est bien de changer les ampoules et il faut changer les ampoules, c'est pas ça la question. La question, c'est de troubler un peu les messages. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait en fait, hein, voilà, c'est ça. Il y a ça parce aussi, que pareil, la proportion, enfin, c'est un des sujets de greenwashing. C'est-à-dire que les gens, à la fin, ils croient qu'en ayant fait trois brindilles, ils ont résolu un problème. Sûr. Bon, et en même temps, comme vous dites, vous êtes à la fois émetteur et contributeur, puisque dans les solutions envisagées, vous êtes dans un secteur très innovant et il y a des choses intéressantes à révéler aussi dans la manière dont vous allez contribuer aussi à décarboner sans doute l'activité demain ou améliorer la santé des usagers. Mais bon, peut-être une réflexion à mener. Voilà, merci, c'était juste pour échanger un peu et vous remercier de votre présentation. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, pardon. Je vois que j'ai levé 2 fois la main, mais non, ça va un peu dans la suite de la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je me pose une question un peu sur la légitimité ou encore ou alors la façon dont les consommateurs peuvent comprendre un petit peu les messages qu'on essaie de faire passer. Je travaille dans une entreprise qui est de l'industrie de la chimie. Donc voilà, avec tout ce que ça implique comme impact environnemental, etc. Alors c'est vrai qu'au niveau groupe, il y a beaucoup de choses qui sont faites voilà, pour être neutre en carbone, pour améliorer nos packaging, tout ce qui est recyclabilité, etc. En termes de développement produit aussi, on a essayé un petit peu d'aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand on lance des produits qui sont dans le sens de d'éco-recharge ou des choses comme ça, on est souvent taxé de greenwashing parce que voilà, on intervient aussi dans cette industrie-là.
Donc c'est vrai que la légitimité par rapport à nos consommateurs, elle est assez clé pour nous quand même. Donc c'est des réflexions qu'on mène effectivement. On essaie d'être plus transparent sur tout ce qu'on fait et c'est des messages qui sont quand même plus faciles à être portés au niveau de nos distributeurs, plutôt en B2B. B2C, on essaye quand même d'en parler de façon régulière, mais c'est vrai que c'est quand même un problème auquel on se confronte assez régulièrement. Mmh, mmh. C'est sûr, hein, et sur ces sujets et en particulier en France, dès qu'on parle chimie ou ça il y a une espèce de réflexe de: «Ouh là là», parce qu'on a tellement stigmatisé, ce que la chimie, apporte en oubliant de valoriser ce qu'elle nous apporte aussi de positif, mais et dans nos vies et qui nous a permis, à commencer par les médicaments et tout un tas d'autres choses. Donc je pense que ce que vous dites, enfin, c'est exactement ça, c'est-à-dire en B2B2C, sans doute, et dans vos sujets d'expertise, c'est sans doute ce que vous faites déjà, mais peut-être que, et je ne sais pas exactement quelle est votre entreprise, mais c'est les sujets d'accompagnement sur l'usage sont extrêmement intéressants. C'est sans doute des choses que vous faites déjà. Et à nouveau, là, j'ai envie de dire, parfois, comme vous devez traiter beaucoup de sujets, j'imagine, ça peut être intéressant de préempter un sujet plus simple pour vos ambassadeurs, etc., en disant, bien sûr, votre prisme, c'est tout ça, et sur les packaging, vous avez le bon usage, les indications, les ceci, les cela, enfin, j'imagine. Mais donc, quel serait le sujet un peu phare qui serait assez emblématique de votre manière de faire les choses? Et donc, de définir un grand engagement ou un combat, quelque chose d'un peu appropriable pour vous, pour l'entreprise, qui à la fois va permettre de donner aussi, pas juste une histoire, mais une action apportée par vos collaborateurs, par vos clients éventuellement, et va permettre de faire émerger peut-être un peu mieux votre manière de faire les choses. Et parfois, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de presque de sectoriel, parfois de changer la perception des produits qu'on peut mettre sur le marché, eh bien pour, contribuer à changer cette perception et à nouveau dans votre domaine d'expertise, hein, il ne s'agit pas d'aller, aider, je ne sais pas quoi, complètement en dehors de votre business, mais au contraire de choisir un combat légitime et qui va vous permettre peut-être de donner à voir la manière dont vous faites les choses et qui permettra en sens inverse de dire: «Bah, quand on fait cette chose-là, voilà comment on le fait et avec quelles parties prenantes externes qui vont vous apporter aussi de la légitimité et de l'écoute de la part de toutes les parties prenantes». Et ensuite, hein, c'est les fameux Fab Labs, qu'on fait, on va en faire la semaine prochaine pour le PMU. Vous voyez, c'est un sujet, qui, aussi peut prêter à discussion, avec à la fois des personnes externes, des personnes internes et autres sur le grand engagement. Eh bien, parfois ça, c'est un élément intéressant, qui aide ensuite à redonner, plus d'éléments de compréhension et de légitimité sur votre cœur d'activité. Mmh. OK. Après, c'est vrai qu'on est attendu sur plein de parce que là, on parlait des packaging, mais il y a aussi toutes les formulations qui soient plus naturelles, etc. Donc en fait, c'est sûr que voilà. les batailles sont nombreuses. Enfin, les sujets sont Le nombreux. biocontrôle, tout ça, je pense que vous êtes exactement. sur ce sujet, voilà. Ouais, On connaît bien tout ça, chez LinkUp. On est assez experts sur les sujets, agricoles. Ouais, tout à fait. Merci Et beaucoup. merci, pour vos questions. On va arrêter là et merci pour votre intérêt et avec grand plaisir pour, discuter, en one-one avec vous, si vous le souhaitez. Et puis on vous souhaite, une excellente